Madame Cécile Josse est directrice adjointe aux affaires académiques de la Haute École Condorcet. Elle est responsable du service qualité. Elle accompagne donc à ce titre les membres de l'équipe des évaluations programmatiques externes. Et avec l'aide des coordinatrices qualité, elle a participé à la rédaction du rapport d'auto-évaluation institutionnelle et à la mise en place du plan stratégique dans sa haute école. Madame Nadine Postio est vice-rectrice à l'enseignement et à la qualité à l'Université libre de Bruxelles. Elle est pédagogue universitaire de formation et elle a même réalisé une thèse consacrée au référentiel de compétences dans l'enseignement supérieur. Elle est conseillère pédagogique et enseignante au KPAS, et cette double combinaison lui ont permis de mener une carrière mixte, académique et administrative. Et enfin, Marc Strecker est directeur de l'ESA Saint-Luc à Bruxelles. Il est à l'initiative de la participation de son école à la phase pilote d'évaluation institutionnelle, et il est également vice-président de la Chambre des ESA. Et lui aussi, il a une double casquette puisqu'il est à la fois plasticien et universitaire. Avant de donner la parole aux différents intervenants, j'aimerais quand même souligner une des spécificités de l'évaluation de la qualité en Fédération Wallonie-Bruxelles. L'agence, depuis près de 15 ans maintenant, est une fervente défenseuse de l'évaluation formative. Alors, elle le fait depuis 15 ans dans les évaluations programmatiques et dans l'exercice qu'on a mené ici en phase pilote pour l'évaluation institutionnelle. C'est la même logique qui a prévalu à l'exercice. Alors, c'est assez atypique finalement dans le paysage européen, mais les processus d'évaluation n'en restent pas moins solidement arrimés dans la réalité européenne, puisque l'agence avait fait le choix de se référer évidemment aux célèbres ESG, les références et les lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. Nous avons un sujet très vaste à traiter dans cette première table ronde, puisqu'il s'agit de l'utilité de l'évaluation institutionnelle et d'un système qualité institutionnel. Et donc, on peut balayer très large, on aura une grande liberté de parole, mais je crois que c'est important de ne pas non plus déflorer un certain nombre de thèmes qui seront explorés dans les ateliers qui suivront. Et donc, on ne fera pas complètement l'impasse sur ces thèmes, mais je suggère qu'on ne se focalise pas uniquement sur l'implication des parties prenantes. C'est évidemment essentiel. Les ressources et les moyens qui sont affectés à la politique d'assurance qualité et l'articulation des évaluations programmatiques et évaluations institutionnelles, puisque ça sera traité dans les différents ateliers. Mais vous verrez qu'on ne fera quand même pas tout à fait l'impasse sur ces thèmes, puisqu'ils sont vraiment centraux dans la phase pilote que nous avons vécue. Alors, j'ai une première question un peu large et on ne le fera peut-être pas pour toutes les questions, mais là, je crois que c'est important que les 4 intervenants apportent leur point de vue. J'aimerais vous entendre sur la motivation de votre institution à avoir participé au pilote. Alors, ce n'est pas tout neuf puisque ça fait déjà un certain temps qu'on s'est inscrit dans cette phase pilote, mais qu'est-ce qui était important pour votre institution? Pourquoi avoir eu envie d'être dans les 17 institutions qui ont participé au pilote? Voilà, désigné volontaire. Je démarre. Alors, pour notre part, je pense que nous poursuivions trois objectifs. Le premier, c'était de consolider toutes les avancées d'ordre institutionnel qui émergeaient des nombreux audits programmatiques que nous avions vécus. Le deuxième, c'était évidemment d'avoir un regard externe sur justement toutes ces avancées d'ordre institutionnel. Et le troisième objectif, mais ça, l'avenir nous le dira, c'était l'espoir de réorganiser les audits programmatiques qui, pour nous semblent toujours essentiels. En tout cas, faire en sorte que ces deux types d'évaluation puissent coexister de manière tenable pour l'enseignement de promotion sociale. Si j'ai quelques minutes, je m'explique. Lorsque j'étais coordo institutionnel pour les établissements pendant plus de 10 ans, j'avais la sensation d'abandonner mes équipes au bout de 2 ans. C'est-à-dire que je travaillais avec une équipe sur un cursus programmatique. On arrivait à planifier, à réaliser des mesures plus spécifiques au programme. Et par la suite, j'avais la sensation un peu de les abandonner parce que je devais recommencer le travail avec l'équipe suivante, le cursus qui était évalué par la suite.
En promotion sociale, il est impensable d'avoir des coordos par section. Et donc, c'est le coordinateur institutionnel qui, en quelque sorte, chapeaute les différents exercices d'évaluation. Et donc, cette frustration, forcément, c'était un petit peu difficile à gérer, à la fois pour moi, pour les équipes, pour la direction, puisque, en quelque sorte, il fallait chaque fois, le timing ne nous permettait pas de faire la route d'Emming. En quelque sorte, on planifiait, on commençait à faire le do, et puis le check et le act, il fallait passer à l'exercice suivant. Et au bout de 4, 5, 6 audits programmatiques, finalement, qu'est-ce qu'il restait? Quelles étaient les mesures sur lesquelles on avait vraiment l'impression d'avoir fait cette route d'Emming? C'était les mesures plutôt d'ordre institutionnel. Parce que celles-là, par la force des choses, elles étaient transversales aux différents exercices. Et c'est les seules sur lesquelles on avait vraiment la possibilité d'enfoncer le clou et de mettre en œuvre sur le terrain. Et donc, je pense que, on va en discuter dans les ateliers, tu l'as dit, je m'avance un petit peu trop sur ce sujet-là, mais je pense que l'importance, en tout cas pour la promotion sociale, de pouvoir faire coexister ces deux types d'évaluation, c'est fondamental. Parce que je pense que le cœur de notre métier, ça reste quand même l'enseignement. On parlera des systèmes d'assurance qualité tout à l'heure, mais je vais m'arrêter là pour la première question. Voilà, ça c'est la parole. Bonjour à toutes et tous. Pour la Haute École Condorcet, il y avait aussi plusieurs objectifs. Donc, le premier, pour reprendre un petit peu ce que vient de dire Fabrizio, c'était de pouvoir fédérer toute la Haute École autour d'une politique et d'une culture qualité, puisque nous sommes une Haute École qui organise une cinquantaine de cursus sur à peu près une dizaine d'implantations. Et il est difficile aussi de pouvoir garder donc tous les apports que peuvent avoir donner donc les audits programmatiques, de pouvoir les maintenir et de garder cette culture qualité au fur et à mesure des différentes évaluations. Alors, un des leviers avec lequel on compte mener cette culture et politique qualité, c'est via le plan stratégique. Donc, on avait retravaillé le plan stratégique en 2018 en essayant de couvrir donc tous les objectifs stratégiques et opérationnels de la Haute École. Et l'opportunité de participer à la phase pilote, c'est d'avoir un retour externe sur ce plan stratégique et sur sa pertinence face à la fois au métier d'enseignant, mais aussi au métier, à toutes les valeurs sociétales que doivent apporter une haute école. Et le troisième objectif, c'était justement aussi de pouvoir faire coexister au sein d'une haute école donc, qui a un grand nombre de cursus dans différents domaines, l'audit institutionnel, l'évaluation institutionnelle, les évaluations programmatiques de l'AEQS, mais aussi toute une série d'évaluations externes qui commencent à percoler dans la haute école, notamment pour des cursus d'ingénieurs ou des cursus dans les domaines paramédicaux. Et donc, comment pouvoir articuler tout ça et pouvoir s'organiser, se doter d'une véritable politique de qualité en matière d'évaluation à la fois programmatique et institutionnelle. Voilà, bonjour tout le monde. Pour nous, donc, puisque je représente une ESA, et puis l'ensemble des ESA, puisque c'était discuté aussi entre écoles supérieures des arts, je pense que c'était au départ, si on a décidé de participer à cette phase pilote, c'était un peu un défi pour nous. C'est vraiment presque un engagement. Qui n'était pas totalement incongru, puisque l'assurance qualité, c'est quelque chose qui est rentré petit à petit dans la culture de l'établissement, même si ça ne s'est pas fait sans mal, évidemment. Ça avait commencé en 2012. Mais bon, ça reste encore difficile, je pense. Je pense que la qualité, c'est pas quelque chose qui est profondément ancré dans la culture des écoles supérieures des arts. Donc je me suis dit, avec l'équipe, puisqu'on est quand même quelques-uns, on s'est dit, ce serait peut-être pas mal de participer à cette phase pilote, parce que je pense aussi que la qualité peut être aussi un facteur de cohésion. Et puis c'est une façon aussi de se regrouper autour d'une question qui est, bon, on a parlé de la question institutionnelle, bon, la question programmatique avait déjà été posée anciennement. Et la question institutionnelle qui est quand même importante, c'est de voir un peu comment on gère, en tout cas, ou comment on évalue le fonctionnement de la gouvernance au sein d'une école supérieure des arts. Voilà, je pense que c'est déjà un aspect important qui nous a guidés, en tout cas, à prendre le train, je dirais, de cette phase pilote.
Merci Marc. Alors pour l'ULB, je dirais que ce qui a sans doute déterminé le choix, même si je peux rejoindre ce qui a été dit précédemment, c'est le fait de participer au pilote permet en fait de participer à la construction du projet, de la méthode et de l'évaluation. Et donc ça, c'est vraiment ça qui nous intéressait, c'était vraiment de jouer avec pour essayer de déterminer quel serait le format d'évaluation qui nous conviendrait le mieux. Alors, pour la première phase, c'était un peu trop court, on n'était pas prêt, donc on a pris la deuxième phase. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. C'était un gros chantier, cet exercice d'évaluation institutionnelle, ou en tout cas la première phase d'auto-évaluation, ça a été un gros chantier pour les institutions. J'aimerais vous entendre sur quelques recettes, des trucs et astuces que vous avez mobilisés pour essayer de faire de l'exercice un projet fédérateur. Peut-être Marc? Alors, c'est une recette qui n'en est pas vraiment. C'était une recette, mais c'est une recette qui existait déjà au sein de l'institution, puisqu'on l'avait déjà mise en œuvre en partie lors de l'évaluation, en tout cas du plan de suivi en 2017, si je ne m'abuse, et où j'étais déjà. Et donc, en fait, l'idée, on s'est dit, ça ne sert à rien qu'il n'y ait qu'une équipe qui s'empare de l'assurance qualité au sein de l'institution, même s'il faut savoir que c'est des petites entités. Bien sûr, les ESA, ça représente quand même très peu de monde. Et c'est une communauté avec le personnel académique et administratif qui reprend à peu près 1000 personnes, donc c'est quand même très très peu à l'échelle de la fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc voilà, les équipes étant ce qu'elles sont, on s'était dit que c'était de toute façon doublement que c'était pas intéressant qu'on s'empare, c'est-à-dire le comité de direction, c'est-à-dire une directrice adjointe, une conseillère académique et moi-même, et le coordinateur non qualité s'empare uniquement de ce problème, ces problématiques de la qualité, et que c'était intéressant, bien sûr, de l'étendre. Et donc, c'est pour ça que le coordinateur, indépendamment du comité de direction, parce qu'on trouvait que c'était pas directement le problème de la direction de participer à ça, donc a décidé de constituer une équipe de professeurs, de personnel administratif qui était a priori représentatif de l'institution, parce qu'on a quand même beaucoup de cursus différents. Et donc, ça a très bien fonctionné. C'est une façon aussi d'amener les professeurs, le personnel, simplement, administratif et académique, à s'emparer aussi de cette question qui concerne tout le monde, évidemment, et pas seulement la direction de l'école. Merci. Peut-être Cécile, parfait. Donc, au niveau de la Haute École Condorcet, on a travaillé dans un schéma bottom-up. Les deux coordinatrices ont vraiment fait un super travail parce qu'elles ont réuni pour chaque ESG des équipes plurielles, on va dire, avec à la fois des directeurs, des agents administratifs, des enseignants, des chercheurs, donc selon l'ESG abordé, et sur base de la méthode TIAGI, on travaillait en 3 phases avec un brainstorming sur tout ce qui était système qualité implanté par ESG. Donc, d'abord une description, une évaluation et puis une action. Donc, c'est une équipe de 80 personnes donc, qui a travaillé sur l'évaluation de notre système qualité. Et après, bon, évidemment, il y a eu un énorme travail de collecte de données, de tri, de rassembler les données par ESG pour éviter les redites. Donc, ça donne un rapport, je pense, qui est extrêmement bien documenté, mais qui peut paraître parfois peut-être un peu trop scolaire ou académique à certains endroits parce que, voilà, on va parfois très loin dans le détail. Mais je pense que c'est un exercice très, très fédérateur au niveau des équipes et une connaissance, en tout cas, de la démarche dans les différentes implantations et les différents cursus. Merci. Alors, on a la possibilité de rencontrer le président du comité des experts un petit peu avant l'évaluation. Et lors de cette rencontre, on a l'opportunité de demander que le comité apporte une coloration particulière à son exercice, qu'il ait un point d'attention sur une dimension qui tient à cœur à l'institution. Est-ce que chez l'un d'entre vous, vous avez fait une demande un peu particulière pour avoir justement une visite du comité des experts qui ait un œil attentif à un point particulier? Oui, de notre côté, la question a en effet été posée. Bon, il y a bien des choses qu'on aurait pu pointer, mais on
on était en questionnement et en réflexion par rapport au pilotage des programmes, rôle des commissions de programme, approche programme. Voilà, c'était toute cette problématique sur laquelle on était en chantier. Et donc, voilà, on a ciblé ça. Pour notre part, je pense que c'était vraiment le regard sur notre plan stratégique. C'est-à-dire que, voilà, en quelque sorte, est-ce qu'on était dans le bon? Est-ce qu'on était sur la bonne voie par rapport à toutes les mesures d'ordre institutionnel que l'on avait tenté de mettre en œuvre depuis quelques années? Voilà, donc c'était vraiment ce regard-là externe sur nos bonnes pratiques. Ben moi, c'est pareil que Fabrizio. Donc, c'était vraiment avoir un regard critique sur notre plan stratégique et la pertinence par rapport à tout ce qu'on attend d'un système qualité, à la fois en termes d'évaluation programmatique et de gouvernance. Moi, je dirais que c'est plutôt là, c'est aussi le plan stratégique, évidemment, qui fait encore un peu défaut, même encore après la visite des experts. Mais bon, il est là, mais il n'est pas encore abouti. C'est quand même un exercice assez compliqué à mener, me semble-t-il. Et donc, l'autre aspect, c'est ce qui nous intéressait, c'était d'évaluer l'adéquation entre le fonctionnement, en tout cas, de la gouvernance et les objectifs, et voir aussi s'il y a vraiment une adéquation entre les deux, les objectifs et le profil d'enseignement que nous développons à l'école. La visite, c'est un moment important, évidemment. Il y a eu toute cette phase où on a travaillé intensément pour produire le rapport d'auto-évaluation et on est souvent un peu impatient d'être le jour de la visite. Et pour l'avoir vécu dans ma propre institution, en programmatique ou pour l'institutionnel aussi d'ailleurs, la visite, c'est un moment important qui peut faire que l'opération est vraiment une réussite ou l'opération sera un peu plus délicate et un peu plus difficile dans la phase d'atterrissage. Et Nadine, tu me disais tout à l'heure, finalement, la visite, c'est une rencontre entre une équipe d'évaluateurs et une équipe d'évalués. Comme ce moment est vraiment important, comment fait-on pour que cette rencontre puisse bien avoir lieu et comment on fait pour que ce soit une réussite? Quels sont les éléments clés? Alors, les éléments clés, je ne sais pas, mais en effet, je suis convaincue que le grand bénéfice de l'audit externe repose dans cette rencontre. Et dans ce moment où il y a une équipe d'évalués qui se montre ouverte et disponible au retour, et puis une équipe d'évaluateurs qui est bienveillant, qui a vraiment bien préparé, qui a essayé de rentrer dans la culture de l'institution, qui a bien lu le rapport et qui vient avec des questions qui font sens pour les évaluer. Et quand cette rencontre a lieu, c'est presque magique. C'est vraiment un moment très, très intéressant et la visite après se déroule d'une manière, je dirais, très plaisante. Il y a un climat de confiance, il y a cette dimension formative, on la touche du doigt à ce moment-là. Et voilà, nous avons eu cette chance-là. Mais ce que ça questionne, c'est l'outil audit externe. Moi, je suis convaincue que c'est un outil exceptionnel et qui, si on reprend les qualités d'une évaluation, est très valide et très pertinent, mais pose énormément de difficultés sur sa fidélité. Parce qu'en fait, un comité n'est pas l'autre. Et donc, malheureusement, la variabilité des évaluations en est affectée. Et donc, pour moi, il est critique pour qu'on mette toutes les chances de notre côté pour que l'audit externe ait un pilotage vraiment solide, avec de la formation des experts, une bonne sélection des experts, une agence qui n'hésite pas à remercier délicatement un expert s'il n'est pas dans le ton. Hein, je l'ai vu faire, c'est important, parce que quand une équipe se prend quelqu'un d'agressif et qui n'est pas bienveillant, c'est toute l'évaluation qui est par terre. Et donc, ça demande vraiment une attention particulière. Et ça, c'est peut-être un point d'attention pour la suite de la journée et pour l'articulation avec le programmatique. Il n'y a pas lieu de choisir entre l'institutionnel et le programmatique. Les deux évaluations sont essentielles. Mais puisque cet outil de l'audit externe est l'outil le plus délicat, la bonne question, c'est peut-être de se demander pour quelle partie on garde l'outil le plus coûteux et le plus délicat à mettre en œuvre. Pour ma part, je dois vous avouer qu'au terme de la
première rencontre avec le président, nous étions enthousiastes. Président canadien qui connaissait bien le type d'enseignement pour adultes, la promotion sociale. Donc, on avait vraiment pas mal d'attentes par rapport à cet audit. Et là, je dois dire que nous avons été un peu déçus. D'abord par le contexte qui nous a contraints à réaliser cet audit à distance, et donc forcément, ça ne facilite pas les choses. Et puis parce que cette rencontre, elle n'a pas eu lieu. En tout cas, nous, on n'a pas eu le sentiment qu'il y ait eu cette rencontre. On avait l'impression d'analyser deux choses différentes. On attendait réellement un regard externe sur nos avancées, sur notre plan stratégique, et on a entendu régulièrement système d'assurance qualité, système d'assurance qualité, système d'assurance qualité. Je dois vous avouer qu'à un petit moment, ça a commencé un petit peu à nous... Voilà. Et donc, cette rencontre, elle n'a pas eu lieu parce que, effectivement, système d'assurance qualité, on en est conscient, c'est indispensable pour nos institutions. C'est ce qui fixe le cadre, la structure dans laquelle nos enseignements doivent s'épanouir. Mais ça n'est pas pour nous une fin en soi. Le système d'assurance qualité, ce n'est pas l'objectif, c'est le moyen. Et malheureusement, parfois, on avait l'impression que dans les yeux des auditeurs, c'était l'objectif. Et donc, cette rencontre, elle n'a pas vraiment eu lieu. Bon, maintenant, je pense que le distanciel n'a pas permis les échanges tels qu'ils auraient pu se réaliser si nous avions pu les rencontrer. Puis, il y a aussi tout l'informel dans les audits. On parle beaucoup en dehors des rencontres. Et tout ça, malheureusement, n'a pas pu avoir lieu. Et voilà. Donc, mais ça n'empêche que l'exercice, globalement, nous a été très bénéfique et nous a permis quand même d'aller plus loin dans ce que nous avions entamé. Ce que j'ajouterais, je partage l'avis de mes collègues, mais c'est danger, c'est le côté normatif, bien sûr, de la démarche aussi. Bon, là, on se porte un peu en faux par rapport à ça. On trouve ça intéressant qu'on fasse des recommandations, etc., ou des prescriptions, même si on sait bien que l'assurance qualité n'est pas contraignante, mais bon, en même temps, c'est pas mal de voir, en tout cas de relever, de mettre le doigt en tout cas sur des choses qui ne fonctionnent pas. On n'en a pas toujours conscience, quoi qu'on en pense, parce que bon, on est dans une gestion quotidienne, etc., et qui nous empêche parfois, en tout cas pour ma part, de prendre du recul par rapport au fonctionnement même de l'institution. Je pense que la rencontre s'est bien faite, en tout cas. Bon, évidemment, elle s'est faite à distance, ce qu'on regrette pour une école supérieure des arts, évidemment, parce qu'il y a quand même la partie vécue, puisque notre enseignement repose sur la pratique artistique. Je pense que c'est important aussi de voir un peu comment ça fonctionnait in situ, et bon, ça n'a pas pu le faire, donc je pense qu'on est passé à côté de quelque chose aussi en faisant ça, mais bon, on s'est dit, bon, on le fait quand même, puisqu'on a quand même hésité à un moment donné, parce qu'on aurait pu, cas échéant, se retirer. Puis on a quand même maintenu notre engagement parce qu'on trouvait ça quand même utile d'en discuter avec le comité des experts, donc qui était, bon, à mes yeux, parce que Nadine évoque, bon, je ne sais pas, mais en tout cas chez nous, en tout cas, c'était des experts très bienveillants. Et je pense qu'il y a eu un vrai dialogue qui s'est posé. Bon, maintenant, le seul souci, mais c'est quelque chose qui est assez redondant, c'est qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas nécessairement belges, je ne cherche pas nécessairement je dirais, à mobiliser des experts belges, mais bon, c'est clair que le système français, par exemple, pour ne pas le citer, ne fonctionne pas du tout de la même façon que la Belgique, et là, on a parfois du mal à faire entendre un mode de fonctionnement qui n'est pas le leur. Et c'est quelque chose qui s'est répété, peut-être un peu moins cette fois-ci, mais quand même, il y a eu des points, là, bon, on n'a pas insisté, mais intérieurement, c'est vrai que ça finissait un peu par nous agacer, où on était un peu dans une espèce de dialogue, d'échange de sourds. On avait beau dire que c'était impossible chez nous, il y avait toujours cet entêtement à répéter les mêmes choses sous forme d'incantation, en disant pas assez de stages, etc. Bon, bref, il y a pas mal de recommandations qui étaient déjà émises pendant l'entretien, et qui, à nos yeux, était tout à fait impraticable vu les contraintes auxquelles nous sommes soumis inévitablement en Belgique francophone. Voilà, parce qu'il y a un décret, etc. On doit quand même tenir compte de ça, des équilibres, aussi de la qualité du contenu de chacune de nos formations qui sont quand même très différentes, puisqu'à la fois il y a des arts plastiques, il y a des arts visuels et des arts de l'espace. Bon, le problème se pose aussi ailleurs, hein, mais bon, je pense que ça aussi, on a quand même des approches très divergentes, et c'est pas toujours facile d'arriver à, je dirais, une perception, en tout cas, une compréhension de la qualité qui engage tous les cursus que nous organisons.
Je retiens donc l'utilité d'interroger l'outil audit externe et probablement c'est plutôt un message pour le comité de gestion et tout ce qui va être décidé pour la suite. Mais donc interroger l'outil audit externe et sa fidélité, c'est sans doute un élément crucial pour continuer à obtenir l'adhésion pleine des différents établissements. Oui, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce qui a été dit. Je pense aussi que l'audit, finalement, c'est un peu l'apothéose de l'exercice, un petit peu comme l'étudiant qui présente son mémoire après y avoir travaillé. Donc, c'est à la fois la récompense, la critique, les conclusions, comment pouvoir continuer sur base de ce qui a été dit. Et je pense aussi que ça n'a de sens que si c'est fait par des experts qui sont tout à fait extérieurs. Ça a d'autant plus de sens parce qu'à ce moment-là, c'est un avis tout à fait externe. Chez nous, la rencontre a été aussi plus compliquée par le fait que c'était en distanciel et que du coup, les prises de parole sont moins spontanées et que, comme ça a été dit précédemment, il y a toute cette phase de discussion dans la zone tampon entre le groupe qui vient de passer, le groupe qui attend de passer, les échanges de bonnes pratiques qui peuvent se faire dans le cadre d'une audit en présentiel, mais toute cette partie-là n'a pas eu lieu et donc on est aussi un petit peu resté sur notre faim par rapport à cet exercice d'audit pour lequel on attendait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais Cécile, si tu peux garder le micro, j'aimerais t'entendre sur l'avant-après. Qu'est-ce qui change après? Est-ce qu'il y a des mesures fortes qui sont prises assez rapidement ou est-ce qu'il y a un délai, un peu de flottement? Comment vous avez fait dans ton institution? On essaie de rebondir très rapidement sur les conclusions des experts. Donc, ces conclusions ont été partagées à toute la haute école et à tous les participants. Comme je vous ai dit, on avait travaillé avec environ 80 participants, donc une attention particulière pour chaque fois les points dans lesquels ils étaient intervenus. Et on rebondit très rapidement, notamment sur la modification de notre plan stratégique. On l'avait travaillé essentiellement par rapport aux différents services de la haute école et on s'est rendu compte, donc après cet audit par les experts, qu'il fallait certainement retravailler le SG1 sur l'excellence des formations en intégrant plusieurs objectifs que nous, on avait un petit peu sans doute trop cloisonnés. Et donc, on repart très rapidement sur la modification de ce plan stratégique, aussi de manière participative, mais peut-être pas avec les 80 personnes initiales, avec une consultation sur ce plan stratégique et une mise en place de collecte de données pour vérifier qu'on remplit bien, qu'on répond bien à tous les objectifs et qui est chez nous encore une partie pour laquelle on ne maîtrise pas encore cette collecte de données par le fait qu'on est une très grosse institution avec beaucoup d'implantations. Donc oui, on essaie de rebondir très très vite sur le rapport que les experts nous ont fourni. À l'ULB, le timing était un peu particulier. Et donc, peut-être, Nadine, tu pourrais nous expliquer en quoi l'exercice avait une résonance particulière. Tout à fait. Donc, en fait, l'équipe rectorale a changé entre le rapport et la visite des experts. Donc, c'est l'équipe rectorale précédente qui a piloté la rédaction du rapport et c'est la toute nouvelle équipe qui a accueilli les experts. C'est une des premières choses que nous avons fait en tant qu'équipe, c'est accueillir les experts. Et donc, ça, c'est en effet très particulier. Le travail du rapport avait été extrêmement bien fait. Donc, ce rapport était vraiment nickel et nous a beaucoup aidé à rentrer dans la visite, mais surtout en tant que jeune équipe rectorale, ça a été vraiment un cadeau, une chance de pouvoir démarrer par cette espèce de prise de recul alors qu'on n'avait même pas encore commencé. Et donc, on a pu prendre du recul, on a pu avoir ce regard d'analyse sur l'existant et sur le projet, puisqu'en fait, on était en train de s'approprier le projet et de vraiment de mettre en évidence les priorités, ce qui nous semblait vraiment devoir être fait en premier. Et justement, par rapport à ce pilotage de programme, ça fait plusieurs années qu'on tourne autour du dossier, qu'on essaye des choses, que ça ne va pas forcément dans le sens qui nous intéresse. Et ici, cette fois-ci, je trouve qu'il y a vraiment un avant et un après à la visite. Et là, maintenant, le chantier a vraiment démarré. Et je pense que pour une jeune équipe, démarrer par cette
exercice a été vraiment, vraiment un cadeau. Un tremplin. Tout à fait. Merci. J'ai une question particulière qui porte sur la perception de l'exercice par les différentes catégories de personnel. Et je trouve qu'en promotion sociale et dans les ESA, il y a une caractéristique un peu, une spécificité dans vos catégories d'enseignement, c'est le fait que vous avez quand même pas mal, notamment d'enseignants qui ont une double carrière, qui ont une expérience de terrain et une pratique de terrain forte. Comment l'exercice a été vécu, notamment chez vous, par ces catégories de personnel qui ont un pied dedans, un pied dehors? Globalement, je pense que l'exercice il a été très bien vécu et c'est vrai que c'est un tremplin. C'est un tremplin pour qu'on puisse aller plus loin dans ce qui a été entamé lors des nombreux audits programmatiques. Maintenant, globalement, effectivement, l'implication des parties prenantes en promotion sociale, bon, c'est compliqué partout, mais plus particulièrement en promotion sociale, parce qu'effectivement, nos étudiants ne sont pas étudiants à temps plein et nos enseignants ne sont parfois pas non plus enseignants à temps plein. C'est-à-dire qu'ils sont experts, ils ont une vie professionnelle, etc., qui est souvent prenante. Et donc, effectivement, il est très difficile de les impliquer. Mais ça n'empêche que je pense qu'on a réussi ce pari. Globalement, l'audit institutionnel nous a permis en tout cas de généraliser, d'intégrer ce système qualité à l'ensemble de l'institution. Maintenant, évidemment, on attend la suite avec impatience, puisque je pense qu'encore une fois, cet audit institutionnel il nous a permis de mettre l'accent sur le cadre, sur la structure, de vérifier ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Mais je pense qu'à l'avenir, l'audit programmatique reste fondamental pour nous et je pense qu'il doit être géré par l'agence. Parce que contrairement aux grosses institutions, hautes écoles, universités, je crois pouvoir parler pour la majorité des écoles de promotion sociale, nous n'avons pas de cordeau qualité de section. C'est le coordinateur institutionnel, en quelque sorte, qui, avec la direction, essaye d'impliquer toutes les parties prenantes. Et donc là, je pense que le support de l'agence est évidemment fondamental pour qu'on puisse mener de front ces différents audits qui devraient, je pense, être les moins redondants possibles. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, pour parler d'une catégorie de personnel qui avait un petit peu de mal après le 5e, le 6e audit programmatique, c'était le personnel administratif, les éducateurs. Vous savez, quand ils vivent leur 5e SWOT sur 10 ans, on commence à fatiguer, on a du mal à trouver de nouvelles choses à apporter. Et donc, justement, voilà, là, c'est un petit peu difficile de garder la motivation chez ce personnel qui a l'impression finalement d'avoir tout dit et qui attend un retour. Et donc, quand on parlait des trucs et astuces tout à l'heure pour justement garder cette motivation, nous, en tout cas, on a choisi le pragmatisme, le pratique, c'est-à-dire faire en sorte que ces mesures aient des résultats sur le terrain, visibles par ce personnel. Pour notre part, comme on était déjà plus ou moins, en tout cas on misait sur cet audit institutionnel, on avait quand même préparé le terrain lors d'une journée pédagogique qu'on avait organisée un peu en amont. Et donc, il y avait énormément de professeurs qui avaient assisté, autant des praticiens, je dirais, qui ont une activité professionnelle en dehors de leur activité pédagogique, puisqu'en communauté française, maintenant, pour donner des cours artistiques, il faut avoir une pratique personnelle par ailleurs, ou faire valoir en tout cas une pratique professionnelle. Et donc, c'est assez intéressant, cette question de l'institutionnel, c'était ça qui était posé, pas directement dans la perspective de l'audit, mais bon, la question institutionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, on trouvait qu'on pâtissait en tout cas d'un déficit en termes institutionnels, c'est-à-dire on n'a pas l'impression que l'institution qu'on représentait était clairement comprise par l'ensemble de notre personnel, ce qui peut paraître étonnant, parce que quand on voit l'Institut Salut, on peut se dire que ça représente quelque chose. Mais bon, a priori pas, quoi. C'était quand même une approche quand même très très divergente. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une institution, etc. Et comment est-ce qu'on a défini cette institution, tant en termes évidemment institutionnels qu'en termes programmatiques. Et donc ça, on avait fait ça, donc on avait préparé le terrain, ce qui nous a permis finalement de mettre en œuvre cette
je dirais encore une fois, cette analyse ou cette évaluation institutionnelle. Je pense que l'avant fonctionnait déjà bien. Je pense que beaucoup de gens s'y sont impliqués. Bon, évidemment, il y a des gens qui étaient moins impliqués à partir du moment où une charge horaire d'1 ou 2 heures par semaine. Évidemment, ça n'implique pas les gens de la même façon que ceux qui ont un horaire complet. C'est toujours la même chose. Mais bon, par rapport à ce qui a été dit pour la promotion sociale, je pense que chez nous, c'est une culture assez neuve. Donc, on n'a pas l'impression de se répéter d'une évaluation à l'autre. Donc ça, je pense que ça mobilisait les gens. Alors l'après, bon, ben l'après, bon, je sais pas comment les choses continuent. Forcément, vu le contexte dans lequel nous sommes pour l'instant, c'est évidemment pas simple parce que là, c'est vraiment, on est vraiment confronté à une gestion, je dirais, quotidienne. Mais a priori, quand même, je pense qu'il y a une culture institutionnelle qui se met vraiment en place et qui est lié aussi à l'opportunité, l'assurance qualité. Je pense que là aussi, une contrainte, on en a fait une opportunité, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc, en gros, je dirais que c'est plutôt positif et j'ose espérer que ça débouchera, bien sûr, sur une évolution favorable de l'institution. On peut peut-être enchaîner sur une question qui porte sur les pièces qui vont finalement structurer le système qualité institutionnelle. Dans vos institutions respectives, quelles sont finalement les pièces portantes? Est-ce que c'est un organigramme avec des conseils et des commissions? Est-ce que c'est une manière d'impliquer les parties prenantes? Est-ce que c'est une espèce de leadership nouveau? Est-ce que c'est une cartographie des processus? Quels sont les éléments finalement structurants de votre système qualité institutionnelle? Je peux donner des premiers éléments de réponse, mais donc je rappelle quand même que l'exercice qu'on est en train de faire est un témoignage. Hein, donc je parle vraiment pour l'ULB et pour mon institution. Ça, je pense que toutes les universités n'ont pas forcément fait les mêmes choix. Donc je dirais que c'est un ensemble de choses. Alors oui, c'est tout ce que vous avez évoqué, hein, le conseil qualité, les instances qualité dans toutes les facultés, et puis une instance qualité, une cellule de 3 personnes qui outille, qui forme et qui accompagne les facultés. Enfin, université, c'est 37 000 étudiants, une trentaine de programmes sans compter les masters de spécialisation. C'est évidemment une toute autre machine à faire fonctionner. Je dirais que la cellule qualité a mis en place déjà il y a plusieurs années ce qu'elle appelle les rencontres du réseau qualité. Et donc le réseau, c'est à minima tous les intervenants qualité des facultés, mais c'est très ouvert. Tout qui est saisi à un moment ou à un autre lors d'une évaluation est le bienvenu. Et au travers de ce réseau, on a des midis, des demi-journées de formation, de discussion et voilà, de réflexion autour des démarches qualité dans l'institution. On commence aussi tout le travail de carte de processus, mais là, j'aimerais bien qu'on puisse aller beaucoup plus loin, mais malheureusement, pardon l'agence, mais voilà, répondre à l'agence consomme déjà énormément de temps. Et ce qui serait chouette, c'est que les personnes qui font de la qualité dans les institutions aient aussi un peu de temps pour montrer comment on peut appliquer la qualité à l'analyse de nos processus et convaincre les collègues de l'intérêt de la démarche de reddition de comptes, d'analyse de processus, d'amélioration, autrement que pour répondre aux attendus de l'agence. Ça, voilà, moi j'aimerais bien qu'on puisse dégager du temps pour faire ça, mais maintenant, tout à l'heure, je vous ai peut-être paru un peu même bisounours, mais là, je ne le suis pas du tout. Je pense qu'en fait, l'implication de la communauté dans son ensemble reste quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Et notamment par rapport à la question que vous posiez, je pense que c'est le personnel administratif qui sort souvent le plus frustré des visites des experts parce qu'en fait, très souvent, les personnes qui constituent le panel sont des profs, des responsables, des étudiants, mais pour ainsi dire, jamais de représentants du personnel administratif. Et donc, le rôle crucial que le personnel administratif joue dans nos institutions et dans le fait que ça tourne passe toujours un tout petit peu à la trappe. Ils ne se sentent pas vraiment entendus ou ils attendaient des bonnes questions. Ils ont bien en tête les bonnes questions qu'ils auraient aimé qu'on leur pose et en fait, on ne leur pose pas. Mais je pense que tout simplement parce que les interlocuteurs ne sont pas les bons. Et donc, je pense qu'impliquer le personnel administratif et impliquer vraiment largement une communauté universitaire, parce que c'est quand même une grande machine, ça reste vraiment, vraiment difficile.
Si je peux rebondir un peu sur la réponse formulée ici, finalement, c'est une question de culture qualité. Et la culture qualité, ce n'est pas un truc qui se décrète, on ne dit pas à partir de lundi, ça y est, on va créer notre culture qualité, ou on va la développer, on va la consolider. Et donc, je pense que cet exercice d'évaluation institutionnelle, il contribue d'une manière ou d'une autre à renforcer la culture qualité, qu'elle soit embryonnaire ou qu'elle soit à un degré un peu plus avancé. Et donc, est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples dans vos établissements de la manière dont l'évaluation institutionnelle a pu contribuer à consolider cette culture qualité? Alors, nous, ce qu'on a, en tout cas, une des décisions importantes que l'on a prises justement suite à cet audit institutionnel, et justement pour faire en sorte que cette culture qualité s'imprègne à tous les niveaux dans l'établissement, c'est qu'on a décidé de ne plus appeler nos cordeaux qualité. Pourquoi? Parce que justement, ce nom de cordeau qualité donnait toujours cette impression que ces deux cordeaux étaient quelque chose à part dans l'établissement. Et donc, on a intégré nos deux cordeaux qualité dans une cellule plus large, que l'on a appelée une cellule d'appui méthodologique et pédagogique, au service de toutes les parties prenantes de l'établissement. Donc, au service, évidemment, des enseignants, des étudiants, la délégation étudiante, toutes les mesures qui sont prises par rapport aux étudiants, mais aussi au service du personnel administratif, qui a effectivement beaucoup de besoins et qui, souvent, comme Madame l'a dit juste précédemment, se sentait un petit peu délaissé au travers des audits. Et donc, je pense que ça, c'était une première démarche. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message à l'ensemble des équipes, c'est que la qualité, c'est pas quelque chose qui doit, c'est pas une cellule à part dans l'établissement. La qualité, elle doit imprégner tout le fonctionnement de l'établissement. Et donc, c'est le moyen que l'on a choisi pour, en tout cas, tenter ce challenge et le réussir, on l'espère. Intéressant. De notre côté aussi, donc pour la haute école, il y a une cellule qualité qui comprend 3 personnes et une toute nouvelle compétence qui vient de s'y ajouter sur tout ce qui concerne les statistiques et l'analyse de données et ce qu'on voudrait mettre en place. Donc, c'est tout une espèce d'évaluation, en tout cas, de ce que nous faisons avec des indicateurs clés que l'on pourrait transmettre à toutes les équipes et des indicateurs qui concernent à la fois le monde, vraiment les enseignants, des indicateurs qui concernent plutôt aussi les agents administratifs, des indicateurs qui concernent la recherche. Donc, je ne sais pas moi, par exemple, le temps moyen qu'un étudiant passe à la haute école, le nombre d'interventions du conseil social, le nombre de projets déposés, le temps que l'on met pour inscrire un étudiant, faire son PAE, enfin l'ensemble du processus, etc. Et donc d'avoir, c'est pas un bulletin évidemment, hein, mais ce sont des indicateurs et ça permettrait aussi autour de ces indicateurs de fédérer les gens autour de bonnes pratiques pour permettre de mettre de l'huile dans les engrenages et d'avoir beaucoup plus de partage au travers donc d'éléments factuels qui permettent un petit peu de savoir où l'institution se trouve d'une année à l'autre ou en fonction de ce qu'on met en place d'une année à l'autre. Moi, je mettrais quand même un bémol, encore une fois. Bon, je ramène ça aux ESA. Je ne vais pas parler pour toutes les ESA, évidemment, puisqu'il y a en plus des domaines très différents. Bon, je pense arts plastiques, visuels et de l'espace, c'est pas la même chose que les arts de diffusion ou le domaine de la musique, évidemment. Mais bon, il faut quand même savoir que la coordination qualité, chez nous, ça représente un quart-temps. Donc, c'est entre 9 et 10 heures par semaine. Donc, autant dire rien du tout. C'est une journée. On a une coordinatrice pour l'instant qui fait un excellent travail. Mais bon, bref, ça représente une journée par semaine. Donc, voilà, c'est compliqué de la mobiliser plus. Et donc, pour moi, ça reste quand même une activité très périphérique par rapport aux activités d'enseignement. Et donc ça, c'est une chose. Alors, je pense aussi qu'il y a la culture qualité, c'est quelque chose qui n'est pas intégré. Bon, je m'avance un peu pour les autres ESA, peut-être qu'elle est un peu plus chez nous, parce qu'il y avait au départ des personnes, en tout cas des personnes ressources qui ont un peu porté ce projet dès 2011-2012, la première coordinatrice qualité qu'on a connue, puisque la coordination qualité chez nous, c'est depuis 2008, donc c'est quand même assez récent.
Mais de manière générale, quand j'en parle avec mes collègues, bon, je ne dis pas qu'il y a un rejet parce que de la culture qualité, mais on sent qu'il n'y a pas une véritable adhésion. Ça reste un peu un mal nécessaire, je dirais. Donc, il faut le faire, ça a prescrit, et donc on ne peut pas y échapper. Et donc, il faut essayer de faire en sorte que, qu'il y ait quand même une culture qualité qui se mettent en place au sein de nos institutions, mais on sent que vraiment c'est pas une priorité dans l'esprit des ESA. Donc voilà ce que je dirais. Bon, malgré tout, il y a quand même cette volonté aussi, quand même d'initier, en tout cas chez nous, là je reviens à l'école, une culture qualité, de continuer à le faire. Je pense aussi à l'évaluation des enseignements, mais c'est un peu... Là, je suis un peu peut-être, je joue peut-être au vilain canard en disant ça et je mets un peu un pavé dans la mare, mais je pense qu'il faut quand même être clair. Le problème, j'ai évoqué ça tout à l'heure, le fait que la qualité ne soit pas prescriptive et contraignante, bon, dans un sens, c'est bien. Bon, c'est quelque chose de très particulier à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, ça existe peut-être ailleurs, mais en même temps, je me dis quel est le sens de tout ça, surtout quand j'essaye d'évaluer les choses disons, à l'échelle européenne, je me dis quelque part, le caractère prescriptif apparaîtra tôt ou tard. Je veux dire, on sera quand même tenu quelque part de se soumettre finalement aux recommandations et aux prescrits qui seront envoyés en tout cas formulés par le comité des experts. Et je pense que ça a une utilité aussi. C'est comme un décret, on peut se retrancher aussi derrière un prescrit pour faire en sorte de faire évoluer l'institution. Je pense que ça peut être utile. L'autorité, quoi qu'on en pense, peut parfois avoir des bienfaits qu'on ignore. On l'a vu par exemple en 2013, déjà avant, quoi. Si l'école évoluait fortement, c'est aussi grâce à ça, parce qu'on pouvait se retrancher derrière un prescrit légal. Je pense qu'on initie pour l'instant, pour prendre cet exemple, l'évaluation des enseignements. Ce qui est quand même une chose assez touchy, quoi. C'est pas du tout évident d'aller sur ce terrain-là, parce que c'est pas du tout non plus dans notre culture d'évaluer les gens. Allez, bon, ici, on parle bien pas des personnes, on parle des cours et des enseignements, c'est qui est une hypocrisie, évidemment, parce que derrière les enseignements, évidemment, il y a des enseignants, des professeurs, etc. Et donc, c'est un peu cette problématique-là qu'on doit vraiment discuter largement. Bon, ça, en même temps, cette qualité-là, c'est que comme elle est quand même très sensible, on est obligé de la discuter abondamment forcément avec les personnes concernées, donc avec les professeurs, pour voir comment on peut mettre ça en place au sein de l'institution, trouver les bonnes questions à poser, surtout pour que ça fasse sens aussi, que ce soit pas quelque chose de cosmétique, quelque chose de totalement superficiel et qui ne fasse pas, en tout cas, qui ne permette pas, en tout cas, à nos enseignements d'évoluer, je dirais, favorablement. Voilà la critique que j'émettrais par rapport à la culture qualité aussi, mais au sein aussi des écoles supérieures des arts, et on le voit, parce que la stratégie, c'est d'échapper aux prescrits quelque part et aux contraintes que finalement, je dirais, véhiculent, je dirais, subrepticement, en tout cas, la culture qualité au sein de nos établissements. Merci. Donc, on a des avis divers et variés. C'est chouette et pas de langue de bois. J'ai une question maintenant sur donc les évaluations institutionnelles sont formatives à ce jour et donc les recommandations des experts sont non prescriptives, non contraignantes. Comment on fait pour choisir justement celles qu'on veut porter, qu'on veut mettre en avant, qu'on a envie d'entendre et de poursuivre? Comment on fait pour prioriser dans toutes ces recommandations qui sont formulées par les experts? Je ne sais pas qui veut y aller. Je pense que c'est pas trop compliqué, hein. On choisit les plus pertinentes. Celles qui nous semblent en tout cas les plus pertinentes, celles qui sont réalisables et qui auront un impact le plus important au niveau de l'institution. Parce que je pense que la plupart des recommandations qui sont faites par les experts, on les connaissait déjà. Alors parfois, ils mettent l'accent sur quelque chose peut-être sur lequel on n'avait pas peut-être mis l'accent, mais globalement, la plupart des recommandations nous parlent. Maintenant, dire qu'on sera en mesure de les mettre en œuvre rapidement, c'est là qu'il faut effectivement pouvoir juger de chacune de ces mesures en fonction de ses moyens, en fonction des ressources, du personnel disponible et surtout de l'impact que sera sur notre organisation. Maintenant, simplement pour revenir sur l'évaluation des enseignements et apporter peut-être une précision par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que
C'est possible. Dans les institutions dans lesquelles j'étais Corodo Qualité, on a mis l'évaluation des enseignements en œuvre dès 2007. Alors, ça n'a pas été simple. Hein. Est-ce que ça a porté ses fruits complètement? Évidemment. Je ne peux pas le juger clairement aujourd'hui, mais je pense en tout cas que ça a permis à certains collègues de se remettre en question. À partir du moment où cette évaluation est bien expliquée, elle est bien préparée, si les enseignants participent à l'élaboration des questionnaires d'évaluation, si les résultats restent confidentiels et s'adressent principalement aux enseignants, je pense que ça peut fonctionner. Et c'est très très important de mettre en œuvre cette évaluation des enseignements. Ça, j'en suis convaincu. L'exercice d'évaluation institutionnelle, c'est un exercice, finalement, une approche très systémique. Et pourtant, dans les ESG, il y a des ESG qui sont en droite ligne avec la thématique des programmes. Alors, il y a l'ESG 1-2, c'est l'élaboration et l'approbation des programmes. Là, on voit clairement le lien. Mais il y a aussi l'ESG 1-7, c'est la gestion de l'information, liée aussi à la manière dont on peut communiquer sur nos programmes avec les potentiels étudiants ou les étudiants inscrits. Et puis, il y a le SG 1.9, le suivi continu et l'évaluation périodique des programmes. Alors, sans déflorer tout à fait ce qui va pouvoir être débattu plus longuement dans les ateliers qui suivent, comment est-ce qu'on pourrait articuler judicieusement cette approche systémique et les évaluations programmatiques? Quelles sont finalement les pièces de jonction d'articulation de ces deux évaluations? C'est à ce moment-là que j'ai le micro. Vraiment, la question est intéressante et je trouve que c'est vraiment ça qu'on doit inventer maintenant ensemble. Je dirais que je voudrais quand même souligner que l'évaluation institutionnelle pour une grande institution comme une université a permis d'impliquer beaucoup plus la gouvernance qu'elle ne l'était par le passé. Hein, donc l'évaluation programmatique avait ceci de particulier que c'était quelque chose qui agitait très fort une faculté, un doyen. Il y avait une autorité qui passait à un moment donné, mais là maintenant, quelque part, on voit bien qu'on a complété quelque chose en venant vraiment adresser certaines questions au bon endroit. Parce qu'à certains moments, les facultés ne pouvaient que se retourner vers le rectorat en disant mais ça vient d'en haut et donc là je trouve que quelque part on adresse des deux côtés, on adresse les bonnes questions au bon endroit et donc je trouve qu'il y a un tri à faire parmi les ESG entre ce qu'on va adresser d'un côté puis ce qu'on va adresser de l'autre et sans choisir alors l'articulation me paraît délicate. Et voilà, c'est un secret pour personne, hein. L'ULB plaide vraiment, n'est pas très demandeuse de prendre totalement à sa charge l'évaluation de programme. La dimension de mutualisation et l'expertise de l'agence nous semble très intéressante sur l'évaluation de programme, ou plus exactement sur la méthodologie d'audit externe, parce que je pense que c'est vraiment ça la partie nodale du débat. Mais par contre, une évaluation programmatique, essayez de mettre en place, hein, donc vous parlez de l'évaluation des enseignements, nous on le pratique, on l'a mis en place à l'ULB en 1968, hein, donc on a déjà un assez gros recul sur cette pratique et on pourrait tout à fait imaginer une évaluation de programme par les étudiants un peu sur le même modèle. Tous les 3 ans, par exemple, en fin de cycle, de venir chercher un certain nombre d'informations et d'avoir des commissions de programme qui font vraiment un travail de régulation assez abouti sur ces résultats avec, par exemple, l'aide d'un advisory board actif et dynamique. Et je me demande si une reddition de compte sur cette démarche-là qui prendrait place dans l'évaluation institutionnelle et qui serait disponible de manière très transparente au moment de l'audit externe de l'évaluation institutionnelle, je me demande si là, on ne tient pas une piste pour ne pas alourdir considérablement et dépenser des 1000 et des 100. Enfin, moi, ça me paraît, par rapport aux deniers publics à l'heure actuelle, imaginer faire des audits externes dans les institutions, honnêtement, ça me paraît vraiment une gabegie. Je pense qu'on doit vraiment viser la mutualisation de l'expertise et des moyens là où on peut le faire, mais ça ne veut pas dire que les institutions ne doivent pas se saisir de la question de l'évaluation de programme. C'est pas ça mon point.
Moi, je rejoins à la fois ce que vient de dire Nadine et ce qu'a dit Fabrizio tout à l'heure. Je pense qu'il va vraiment falloir jouer le jeu de l'articulation des évaluations de programme et de l'évaluation institutionnelle, parce qu'il y a toute une part, on s'est effectivement adressé ici de manière plus générale à la gouvernance, mais aussi au système administratif général. Et probablement que quand on fera des évaluations programmatiques, cette partie-là pourra peut-être être mise un peu en retrait, ou sinon on va se retrouver dans la configuration qui a été expliquée tout à l'heure, les administratifs qui sont sollicités tous les 2 ans, tous les 3 ans, parce que dans leur calendrier, ben, ces évaluations-là se succèdent sur des années qui se rapprochent. Donc là, je pense qu'on peut certainement changer les référentiels pour que quand ça soit programmatique, ça soit essentiellement porté sur les programmes. Et ce qu'on avait mis en place à la Haute École, mais qui a été évidemment contrarié par la crise sanitaire, c'était de compléter aussi les évaluations des enseignements par des focus group avec des étudiants qui se trouvaient dans les différentes années d'études en Haute École. Donc c'est parfois des bacheliers professionnalisants, donc ce sont des cursus beaucoup plus courts qu'à l'université. Et ces focus group étaient animés donc par des modérateurs et posaient à ce moment-là une évaluation plus globale sur le cycle d'études, sur la manière dont ils allaient pouvoir après appréhender leur métier futur, sur les différents parcours des étudiants, donc des groupes qui étaient constitués d'étudiants en réorientation, d'étudiants de bloc 1, des étudiants qui avaient des casseroles dans les années antérieures et des choses comme ça. Et toute cette partie focus group vient donc compléter les évaluations des enseignements avec à ce moment-là une restitution plus officielle au niveau de ce qu'on appelle en haute école les conseils de département, voire les conseils pédagogiques. Donc ce sont deux choses qui peuvent s'articuler à la fois au niveau du cycle d'études, du programme global et venir compléter les évaluations des enseignements. Et là, je rejoins l'ensemble de mes collègues qui, pour moi, doivent aussi rester très formatifs au niveau des enseignants et rester dans une amélioration de leur pratique, mais aussi un effet miroir de leur pratique. Moi, j'ajouterais simplement une petite chose par rapport à ce que Nadine disait, c'est que moi, je plaiderais quand même pour une mutualisation, en tout cas, d'expertise des uns et des autres, parce que bon, on a quand même pas mal de mal. On a évoqué le problème de l'évaluation des enseignements, qu'on a déjà fait par ailleurs, mais qui n'a pas bien fonctionné donc en 2013, si je ne m'abuse. Et donc là, voilà, quoi, je suis en demande de ce genre de choses, de pouvoir rencontrer des partenaires qui travaillent bien sûr dans des contextes un peu différents, mais je pense qu'on ne peut pas non plus niveler, partir du principe que tout le monde fonctionne de la même façon, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre, je dirais, de l'expérience des autres, et donc ce serait peut-être l'occasion, c'est un peu un appel du pied que je fais maintenant, mais ce serait peut-être l'occasion, peut-être à un moment donné, de mettre ça en place et de pouvoir se rencontrer pour voir comment on pourrait initier en tout cas ce type de démarche. On va bientôt passer au chat, mais j'aimerais poser une dernière question très, très ouverte. Alors, j'ai lu dans la presse de ce matin que la ville de La Louvière avait une vision à 2050, et donc je ne vais peut-être pas aller jusque-là, mais comment vous voyez votre système qualité, disons, à 5 ans, pour être raisonnable? Notre système qualité, je dirais, le plus intégré possible, que ça devienne naturel au sein de l'institution. Et que toutes les parties prenantes puissent se sentir concernées. Je crois que c'est en fait le challenge auquel nous sommes toutes et tous confrontés, c'est de faire en sorte que toutes ces parties prenantes aient envie de s'impliquer dans la démarche d'amélioration continue. Je pense que effectivement, ça doit d'abord rester formatif. Je ne pense pas que l'aspect contraignant arrangera la qualité de nos enseignants et de nos enseignements. Je crois que c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut défendre. C'est vraiment une question très difficile. Hein. Tu peux y mettre ce que tu veux. Oui, c'est ça. Je vais botter en touche et dire que, en effet, moi, mon rêve, mais c'est impossible à 5 ans, hein, c'est qu'on arrête de dépenser une telle énergie pour répondre à la demande du rapport, à la visite des experts. En fait, qu'on travaille en étant attentif à tous ces aspects parce qu'ils seront intégrés. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient voir. Et on ouvre la porte et il y a quelqu'un qui regarde comment on travaille. Et en fait, tout ça est tellement intégré qu'il n'y a pas à préparer
parce qu'il y a une évaluation, simplement, c'est devenu notre manière de travailler. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui passe et qui regarde. Ça, c'est un rêve. Hein. Ben oui, moi, à 5 ans, je vois aussi un petit peu les choses avec des données pertinentes qui sont diffusées pour que chacun sache un petit peu où il en est dans l'exercice de ses missions. Et puis, à côté de ça, des évaluations ponctuelles, mais plutôt dans le mode de l'agence, évaluation de suivi, pas évaluation programmatique, mais où on constitue des portfolios de ce qu'on met en place. Et effectivement, mais quand ils viennent, il n'y a pas toute cette effervescence. On montre ce qu'on fait, là où on en est, et les choses évoluent de manière beaucoup plus naturelle. Et ce que je verrais peut-être aussi, mais enfin, je parle de nouveau en mon nom parce que les questions n'ont pas été préparées, c'est un peu au talent. Pour ce qui concerne les hautes écoles, quand on est face à des audits externes, comme par exemple les évaluations des cursus d'ingénieurs ou comme j'en parlais tantôt, certaines évaluations qui sont propres au métier du paramédical, peut-être une mutualisation, et là je rejoins Marc, une mutualisation de ce que les hautes écoles font pour pouvoir répondre à ces évaluations externes de manière étiquetée communauté française. On a des contenus minimums, on a des référentiels de compétences. Il y a toute une série de choses que les hautes écoles font de manière commune et on allège un petit peu ce processus d'évaluation en y répondant de manière conjointe. Et puis après, chacun décline un petit peu ce qu'il fait dans son institution, mais je pense que ça allégerait aussi tous les exercices d'évaluation externe. Enfin, Nadine me disait avant la table ronde que c'était déjà mis en place au niveau des universités, peut-être fédérer peut-être aussi les hautes écoles et les établissements de promotion sociale qui permettraient d'unir à ce moment-là toutes leurs connaissances et leurs forces dans une réponse conjointe à un certain nombre de questions dans le cas d'évaluation externe de type CTI, par exemple. Je vous remercie tous les quatre d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, on va avoir les questions du chat. Mais je suis un peu inquiète parce que moi, je n'ai pas de vue sur le chat. Alors, on va me le mettre à l'écran, c'est ça? Donc, je vais peut-être m'approcher de l'écran. Anne, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, si tu veux, je peux relayer une première question qui nous a été posée dans le module questions-réponses. C'est une question qui s'interroge sur la manière dont le retour des conclusions des experts a pu être proposé aux membres du personnel et aux étudiants des institutions évaluées. Qui veut se lancer? Je démarre. Bah, écoutez, tout simplement, des réunions. Hein, je pense qu'on a simplement réuni les chargés de cours. De toute façon, depuis quelques années, nous avons l'habitude de réunir l'ensemble des chargés de cours en début d'année. Donc, le feedback a été fait à travers ces réunions. D'autres réunions sur des thématiques particulières sont planifiées justement pour tirer profit des recommandations des experts. Et en ce qui concerne les étudiants, même chose, hein, nous avons un système de délégation d'étudiants depuis quelques années et à travers les délégués étudiants que l'on essaye d'intégrer au maximum dans les groupes de travail, on réalise ce feedback. Nous, on s'est contenté de renvoyer donc les recommandations qui avaient été mises par les experts à l'ensemble du personnel. Il y a eu des retours qui se sont faits mais à l'occasion de réunions, par exemple des coordinateurs d'options, à l'occasion du conseil de gestion pédagogique, etc., des instances qui existent déjà au sein de l'institution. Ça a été aussi relayé auprès des étudiants. À travers le conseil des étudiants. Donc, il y a eu une réunion qui a eu lieu avec eux et on leur a fait part un peu des recommandations qui avaient été transmises par le comité des experts. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. De notre côté, on a essayé de réagir très vite après la restitution orale en envoyant donc à l'ensemble des personnes qui avaient participé à la rédaction du DAUI et aux gens aux personnes qui avaient participé aussi à l'audit une synthèse de ce qui avait été dit dans la restitution des experts et en pointant donc pour chaque métier de la haute école un petit peu les recommandations qu'ils émettaient. Cette restitution, cette synthèse, en tout cas de la restitution, a été envoyée aussi aux étudiants et pour le rapport
des experts, le rapport final, nous venons de le recevoir sous sa dernière forme et donc on va aussi le diffuser. Il a été débattu dans un premier temps au niveau du conseil de gestion, donc qui est l'équivalent du CA de la haute école, et il va être maintenant transmis aux différentes parties prenantes en essayant chaque fois de cibler pour chaque métier les recommandations qui sont propres dans un corps de mail. Comme ça, les gens sont attirés par ce mail et puis après ont envie ou pas d'aller lire l'ensemble du rapport. Oui, la réponse est vraiment la même. Donc, c'est passé dans les différentes instances participatives de l'institution, conseil qualité, conseil des études, conseil académique. Il y a en effet une synthèse qui a circulé, mais on attendait aussi le rapport définitif. Et j'ai appris tout à fait hier, je pense qu'il est là. Hein, il est là. Je pense que nous l'avons maintenant. Voilà. Parfait. Mais donc, je fais appel à Alexis et Eva, parce que j'ai toujours pas de vue sur les questions de chat. Oui, volontiers. Merci à tous en tout cas pour aux intervenants et à Anne pour les questions, parce qu'effectivement au niveau du chat et au niveau des questions-réponses, on a eu quelques réactions et quelques questions, donc on va sans doute devoir en sélectionner. Il y a en tout cas une série de questions et commentaires en lien avec la question de la terminologie. Donc, c'est tout d'abord celle de Pierre Huygens qui demande la notion d'audit en tant que procédure de contrôle n'est-elle pas contradictoire avec celle d'évaluation formative? Donc, c'est peut-être cette première question-là que je vous relaye. À peut-être mettre en lien avec une autre qui nous provient d'Angeline Aubert, donc qui dit qu'elle entend différents termes, audit, évaluation, expert, évaluateur, avec des connotations différentes selon les personnes, les établissements, les cultures professionnelles. Selon vous, quel terme traduirait le mieux l'approche formative en Fédération Wallonie-Bruxelles? Nadine, c'est toi qui as le micro. Merci. Écoute, je suis un peu embêtée par cette question parce qu'en fait, la plupart des outils d'évaluation peuvent être utilisés avec une visée formative ou avec une visée certificative. Il n'y a pas des outils qui seraient propres à une visée formative ou des outils qui seraient propres à une visée certificative. Donc, et d'ailleurs, si on prend les outils de la CTI, c'est aussi une audit externe et pourtant la CTI est certificative là où l'ECAIS est formative, mais c'est toujours l'audit externe qui est utilisé. Donc, je pense que c'est vraiment dans la visée que les choses se dessinent. Et moi, je n'ai jamais vécu, en tant que vice-recteur, on doit assister par 2 fois dans chacun des programmes, on doit être présent, hein, maintenant au début et à la fin. Et donc, je suis présente au début et à la fin et je n'ai jamais vécu ces moments comme des moments de contrôle. Il m'a toujours semblé que la dimension formative était présente et le terme évaluation qualité, évaluation formative me conviennent très bien. Je n'en ai pas besoin d'autres, à titre personnel en tout cas. Parfaitement d'accord. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on n'est pas dans la visée des audits CTI tels qu'ils l'entendent en France, où on peut retirer ou pas le droit de donner, de dispenser une formation. Donc, tout est formatif. Peu importe le terme avec le terme que l'on utilise. Et je pense que c'est vraiment une richesse de notre enseignement, de la fédération, de la politique qu'exerce l'agence qualité envers les hautes écoles. Et ça doit rester comme ça. Les mesures sont aussi formatives, elles ne sont pas forcément contraignantes. On n'est pas obligé de toutes les appliquer. On doit juste prouver qu'on a fait évoluer notre système qualité et c'est là-dessus qu'on nous juge. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas une spécialiste de la qualité non plus, donc je n'ai peut-être pas toujours utilisé les bons termes et la confusion vient peut-être un petit peu de là, mais on est les gens du métier académique et c'est à mon avis la vision que l'on en a. Merci. Marc, tu veux ajouter quelque chose? Non, pas vraiment. Je partage l'avis de mes collègues dans l'ensemble, même s'il y a cette question-là qui est parfois un peu paradoxale, la démarche formative et certificative. Merci. Eva, Alexis? Oui, on a une autre question qui faisait plutôt le lien avec une des interventions de Madame Josse,
et qui visait à avoir quelques exemples de l'utilisation d'indicateurs et comment ces indicateurs ont-ils pu concrètement aider au processus décisionnel ou au pilotage de l'institution. Alors là, on est dans la réflexion de ces indicateurs. Donc, on en avait collecté toute une série en 2019 et puis la crise s'est invitée et on n'a pas pu renouveler l'opération en 2020. Et on a constaté que c'était un exercice très difficile au niveau des coordinateurs, des administratifs aussi, parce qu'on avait demandé, on avait une liste très exhaustive de ces indicateurs et ce qu'on est en train d'essayer de faire maintenant, c'est de les trier pour arriver à sélectionner ceux qui sont le plus pertinent et le plus représentatif des différents métiers. Et parmi ces indicateurs, donc, il y avait effectivement la durée moyenne de séjour, entre guillemets, d'un étudiant, le temps, par exemple, qui peut mettre à résorber ses casseroles, avec l'impact avec l'aide à la réussite, tout ce qui est mis en place. Donc, on est en train vraiment de constituer ce bulletin. Donc, je pourrais vous répondre plus précisément, sans doute, dans 1 an ou dans 6 mois. On espère que ça va aller très vite. Mais on constate en tout cas que comme outil de pilotage, et on l'a constaté aussi avec les demandes qui étaient faites notamment par le cabinet Glatini, que les taux de réussite, par exemple, dans les différents blocs, sont des indicateurs qui sont très importants. Les taux de réussite aussi en fonction des différents cursus. Et c'est ce qu'on essaie de systématiser pour aller pointer un petit peu ce qui permettrait d'améliorer les différents métiers et les parcours de réussite des étudiants. Merci. Comme la question était adressée, c'était plus simple. Est-ce qu'il y a encore une autre question sur le chat? Oui, tout à fait. Donc, on a une question qui nous provient d'une dame qui travaille en enseignement supérieur artistique, donc qui nous dit que la coordination qualité en ESA est de 9 heures par semaine. C'est une personne qui est censée faire des SWOT, aider au plan stratégique, faire des évaluations des enseignements par les étudiants, une visu online, organiser le tutorat. Et voilà, ça semble relever de la mission impossible. Du côté des enseignants, beaucoup combinent un enseignement dans 2, 3, 4 institutions et ont une pratique artistique. Donc voilà, il y a la question de l'évaluation, de la coordination qualité et puis des ressources qui sont disponibles pour ce faire. Et puis, elle termine son intervention par une question: comment aider les ESA à écrire un plan stratégique? Oui, donc comme la question est très ESA, hein, je pense que c'est Marc qui s'y colle. Je vais m'y coller. Bon, je n'ai pas de réponse à la question. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on charge un peu trop le coordinateur ou la coordinatrice qualité. Si je prends notre exemple, il y a quand même un conseiller académique aussi qui peut prendre en charge un certain nombre, je pense, entre autres, de décrets inclusifs. Et l'aide à la réussite aussi, qui peut s'occuper aussi de l'encadrement, l'accompagnement des étudiants, en tout cas dans la mise en œuvre et la finalisation de leur PAE, pour ne prendre que cet exemple-là. Je pense que chez nous, on a quand même essayé de donner une mission très spécifique à la coordinatrice qualité, bon, qui ne me paraît pas insurmontable. Bon, il y a du travail, mais je n'ai pas l'impression que ce soit insurmontable. Donc voilà une partie, en tout cas une réponse à une partie de la réponse qu'on pourrait fournir à la question qui est posée. Alors par rapport à ce que vous disiez, bon, l'aide aussi, le plan stratégique, c'est vrai que c'est un problème chez nous aussi, ça c'est clair, c'est quelque chose qui a été relevé par les experts. C'est clair qu'on se projette quelque part, c'est-à-dire qu'on est sur un point A effectivement et on se projette vers un point B, on a du mal à identifier clairement ce qu'on va mettre entre les deux, c'est-à-dire les actions qu'on va développer, en tout cas pour atteindre ce plan B, c'est ça le plan stratégique. Les priorités qu'on va aussi dégager, bon, ben forcément, parce que d'abord c'est nouveau pour nous aussi, l'assurance qualité, hein, c'est pas simple de rentrer dans cette logique et parfois assez technique aussi. Pour avoir participé au comité de gestion de la caisse, j'ai pu me rendre compte que c'est quand même assez compliqué à comprendre. Énormément d'acronymes, mais aussi de termes, d'anglicismes aussi qui compliquent un peu les choses. C'est pas qu'on ne les comprend pas, mais bon, parfois ils renvoient à des choses, à des réalités que nous connaissons assez peu chez nous, mais je pense qu'on peut y arriver malgré tout. Alors bon, c'est vrai que c'était un défi, hein, on a relevé effectivement ce déficit. Allez, bon, il ne faut pas exagérer, il y avait un plan stratégique, mais qui n'était pas abouti.
Et donc, c'est vrai qu'on a pris ça à bras-le-corps, en tout cas à l'école, parce qu'on trouve que c'est quand même important de savoir où on va et quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre, en tout cas pour y arriver. Donc voilà, je pense que c'est un challenge aussi. On parlait à l'horizon 2026, je pense que c'est ça aussi, c'est d'arriver à ça. Alors, plan stratégique, c'est un terme d'entreprise aussi, évidemment, qui nous pose des problèmes aussi. Évidemment, il y a une efficience, une fonctionnalité, etc. dans cette démarche parfois qui peut nous interpeller, qui peut nous poser problème en tant qu'école supérieure des arts, mais je pense que ça peut aussi être intéressant. Je crois qu'on doit se les approprier, vraiment travailler ces concepts et voir comment on peut les appliquer de manière utile et pertinente dans le cadre de nos enseignements. Oui, puis parfois simplement changer les mots, si ça permet de faire mieux passer les choses. C'était un peu la question d'Angeline tout à l'heure. Si on a peur du mot audit, appelons ça autrement. Je vois que Karine lève la main. Karine ? Oui, merci. Le petit privilège d'être dans les panélistes, on peut parler. Je regardais un petit peu les questions-réponses. J'espère qu'on va pouvoir les enregistrer parce qu'il y a toute une série de commentaires qui me semblent intéressants à garder trace, tout comme on avait décidé d'enregistrer ce panel. Et donc, revient quand même de certains participants, ce besoin d'équilibre entre le temps qu'on consacre en interne pour la qualité et le temps externe, que ce soit relatif à l'agence, comme ça a déjà été dit, par rapport à toute une autre démarche. J'espère qu'on gardera trace de ces commentaires. Merci. Merci. Il nous reste 3-4 minutes, donc je propose qu'on prenne encore une dernière question. Oui, on a une question qui nous interroge sur les impacts que peuvent avoir l'évaluation institutionnelle sur la politique qualité elle-même. Donc, comment l'évaluation institutionnelle a-t-elle fait évoluer ou non la politique qualité interne des établissements? Alors, plus personne n'a le micro en main, ça m'inquiète. Est-ce que l'un de vous quatre se sont inspirés sur cette question de l'impact de l'exercice d'évaluation institutionnelle sur la politique qualité? Oui, peut-être au niveau universitaire. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, la taille de l'établissement fait qu'à certains moments, la gouvernance était un peu déconnectée des évaluations programmes que vivaient les facultés. Et donc, cette manière de reconnecter la gouvernance de l'institution aux démarches qualité a permis quand même qu'il y ait une meilleure visibilité de l'exercice depuis le rectorat jusque dans les facultés. Je trouve que maintenant, le fil rouge est beaucoup plus clair et je pense que tout le monde a plus conscience du travail de cette équipe et de l'importance du travail de cette équipe. Par exemple, dans les choses qui ont changé, parce que la question a été posée tout à l'heure, par exemple, parler d'évaluation, quand on fait un projet pilote, quand on crée un dispositif, parler de son évaluation et sa régulation, c'est plus un gros mot. Il y a 15 ans, parler d'évaluation, c'était menacer l'institution. Aujourd'hui, le mot évaluation n'est plus menaçant dans l'institution. Ça devient évident. Je crée un truc, j'invente un bidule, je mets en place un projet pilote, eh bien, je vais l'évaluer, j'ai des outils pour ça et je vois comment faire. Le nombre de fois, par exemple, où on doit faire un peu le point sur quelque chose et que de manière assez naturelle, il y a quelqu'un qui dit « Oh, ben si on faisait un SWOT ». Donc, il y a toute une série de logiques qui, dans le fonctionnement des institutions, moi, je trouve que, voilà, en 15 ans, je trouve que les lignes ont bougé. Et alors, la reconnaissance du travail de cette équipe. Je pense que quand ils ont commencé à faire de la qualité, enfin, voilà, c'était un peu la définition de l'amour de Lacan. C'est donner quelque chose que je n'ai pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'était un peu l'histoire de la qualité à son démarrage. Personne n'avait envie de voir débarquer la conseillère qualité. Et je trouve que maintenant, cette équipe est reconnue comme étant vraiment accompagnante, coachante, soutenante, d'où aussi notre réserve ULBiste sur le fait qu'elle change de rôle et qu'elle bascule dans un rôle d'évaluateur si elle devait prendre en charge l'évaluation programmatique par audit externe. C'est aussi une de nos réserves. Mais maintenant, cette équipe est vraiment perçue dans l'institution comme une aide. Donc oui, moi je trouve que voilà, les lignes ont bougé. Cécile?
Donc, chez nous aussi, il y a une belle reconnaissance de l'équipe qualité puisque, comme je l'expliquais précédemment, c'était vraiment un exercice bottom-up. Donc, il y a toute une série de personnes maintenant qui connaissent bien la méthode TIAGI, même s'ils ne sont pas dans les cursus plus pédagogiques. On a appris beaucoup de choses et comme l'a dit Nadine aussi, c'est devenu beaucoup plus naturel de faire un brainstorming, de faire un SWOT, de s'arrêter, de décrire, d'évaluer, de mettre des actions. Donc, dans la manière de raisonner, certainement de tout en chacun, il y a eu beaucoup de progrès. Et alors, pour la partie plus terre à terre au niveau de l'évolution donc de notre politique qualité suite à l'audit. Mais encore une fois, on était assez fiers de notre plan stratégique. On pensait qu'il était parfait. Et puis, le passage des experts nous a donné un autre regard et notamment de lier beaucoup plus tout ce qui est recherche, mobilité à l'excellence des programmes et de ne pas en faire des objectifs à part entière, mais d'en faire des objectifs intégrés en disant, ben, finalement, ce qu'on développe en recherche, quel que soit le cursus, que ce soit pédagogique, que ce soit social ou que ce soit dans des domaines plus scientifiques, ou paramédicaux, mais ça doit faire évoluer nos cursus et on ne le voyait pas forcément comme ça. Donc, je pense que ça a permis à tous les participants, et on va le faire percoler au niveau de la haute école, de revoir un petit peu l'évolution de notre manière de travailler en intégrant beaucoup plus les différents corps de métier. Merci. Fabrice, pour conclure? Oui, je dirais aussi qu'effectivement, hein, ça a permis aux coordos qualité en fait, de se sentir moins seul, d'être vraiment intégré dans une équipe pluridisciplinaire. En tout cas, en ce qui nous concerne. La réalité est un petit peu différente pour nous par rapport aux universités, parce que je pense que pour la plupart des écoles de promotion sociale, la direction était impliquée dans le processus. Elle devait s'impliquer, c'était le moteur du processus qualité. Mais c'est vrai que les coordos, parfois, avaient l'impression de travailler seuls. Et ici, je crois, en tout cas dans les établissements que je connais, il semble que ces coordos qualité maintenant sont intégrés dans des cellules pluridisciplinaires avec les conseillers pédagogiques, les conseillers techniques, etc. Et que leur rôle est beaucoup plus large et beaucoup plus visible par rapport à l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est très important, je pense, pour eux. Merci beaucoup. Alors, il est l'heure, donc je voudrais vraiment remercier très sincèrement les 4 panélistes pour les témoignages que vous avez apportés, sans langue de bois, c'était très bien. Merci aux équipes techniques parce que c'était quand même un peu particulier comme exercice. Merci aussi à Eva et Alexis qui sont à distance et qui ont donné le coup de main pour le chat. Alors maintenant, il y a une pause jusqu'à 11h15 tapante, donc vous avez un droit à la déconnexion, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Hein. Et à 11h15, vous êtes invité à rejoindre l'atelier de votre choix. Donc il y avait quelque chose sur l'implication des parties prenantes, quelque chose sur les ressources, les moyens affectés à la politique d'assurance qualité et un 3e atelier sur l'articulation, évaluation programmatique, évaluation institutionnelle. Donc, vous avez reçu hier un lien par mail pour vous connecter. Sinon, les liens sont aussi disponibles sur le site de l'agence. Et enfin, normalement, ils sont aussi dans le chat. Vous les avez remis. Ou ils vont être remis ici dans un instant dans le chat. Donc, il suffit de cliquer sur ces liens si vous le souhaitez. Voilà, bonne déconnexion et à tout à l'heure.